Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette entrevue exclusive et c'est un honneur pour moi d'accueillir Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, une figure essentielle dans le renforcement des relations entre Haïti et l'Europe. Monsieur l'ambassadeur, votre engagement pour le développement culturel et la sécurité en Haïti est particulièrement précieux en ces temps si difficiles pour les Haïtiens. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'explorer en fait l'ensemble des enjeux qui touchent notre pays, notre nation, notamment l'impact des initiatives européennes de notre culture et comment nous pouvons collaborer pour faire face à la crise de l'insécurité. Je vous remercie déjà d'accepter l'invitation, d'être ici avec moi. Je suis impatiente d'entamer cette conversation si enrichissante pour en fait la culture haïtienne, notre pays, la coopération de l'Union européenne en Haïti. Mon nom déjà c'est Calix Natalia. Déjà, on va prendre une pause. On revient tout à l'heure. De retour, déjà, bonsoir, bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue sur notre plateau. Merci Nathalie. Merci Nathalie, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être au Cap, cette ville que nous avons appris à connaître plus fréquemment depuis la fermeture de l'aéroport Toussaint Louverture à Port-au-Prince, ce qui nous oblige à passer plus souvent. Et d'un coup, ça a eu l'effet aussi de stimuler l'intérêt vers des initiatives au Cap, comme le festival de films européens qu'on a eu cette semaine. En fait, qu'est-ce que tu admires au Cap haïtien? Bah, écoutez, écoute-moi, le Cap, c'est très intéressant. Moi, j'ai pas pu visiter le Cap pendant mes 2 premières années au pays. Je suis au pays depuis septembre 22. Mais au début, on était un peu coincé, obligé à rester à Port-au-Prince à cause de, pas tellement du fait que Port-au-Prince était particulièrement sûr, mais plutôt du fait que c'était presque impossible pour nos modalités de sécurité de pouvoir sortir de Port-au-Prince. Et donc, on n'avait pas trop fréquenté les autres provinces, ce qui est un peu un dommage parce que nous avons des activités de coopération dans toutes les provinces haïtiennes, dans certaines régions un peu plus, mais notamment Grande Anse, Sud et Nord-Est un peu plus, Centre, mais aussi dans le Nord et dans le Nord-Ouest. Donc, malheureusement, on n'avait pas tellement l'opportunité de voyager dans le pays. Maintenant, la nouvelle situation nous a obligés quand même à prendre des mesures alternatives. Il faut forcément passer par le Cap qui est devenu quand même le point tournant des communications internationales d'Haïti. C'est la seule ville qui est connectée au reste du monde et donc il faut forcément passer par le Cap. Et donc on a appris à fréquenter plus souvent. J'ai pu finalement visiter les lieux emblématiques de la culture nordiste, capoise et haïtienne comme la citadelle et les palais de Sans-Souci. Mais et aussi connaître cette ville où je viens pratiquement tous les mois. Donc, en fait, je suis passionné d'histoire et donc j'ai beaucoup étudié l'histoire haïtienne au cours de ces 3 ans où j'étais là. Avant de venir à Haïti, j'avais une connaissance, disons, générale d'Haïti, mais je connaissais pas encore à fond la spécificité de la révolution haïtienne, de l'histoire haïtienne, surtout la phase exceptionnelle de la libération d'Haïti. Et après, tout ce qui est suivi après. J'étais plus conscient, disons, de ce qui était la situation depuis la chute du duvalierisme et l'évolution de la démocratie. Je me suis beaucoup investi sur l'étude de la culture haïtienne et des origines d'Haïti, parce que j'ai compris, en fréquentant les Haïtiens, que l'histoire et l'origine de la nation sont des dimensions très importantes dans la mentalité et dans la vision du monde des Haïtiens, pour les bons et pour les mauvais. Et là, je vais après vous dire un peu excuse-moi, il y a quelqu'un qui s'intéresse à mes yeux. Et donc, dans ce cadre, au fur et à mesure qu'on approfondit l'histoire haïtienne, on comprend que le rôle du Cap, le rôle de la région du Nord est très fondamental. J'ai commencé à apprendre. J'ai connu plusieurs nordistes qui m'ont clairement affiché leur originalité et l'effet d'être vraiment lié à la dimension nordiste
et capoise. Et après, en étudiant l'histoire, effectivement, on a compris que au nord, il y a des choses fondamentales d'Haïti qui ont lieu dans cette partie du pays. Et donc, pas besoin de revenir aux aspects de l'importance de la ville du Cap au moment du retour de l'armée de Leclerc et comment on a réagi. Pas besoin, mais quand même, ça explique pourquoi le Cap a une telle importance symbolique dans l'histoire haïtienne. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Il y a aussi un plaisir additionnel du fait que le Cap est une très belle ville, un peu surpeuplée peut-être en ce moment, un peu en crise à cause de la surpopulation et la difficulté à gérer donc des services publics qui ne sont pas. L'insécurité aussi, mais en venant de Port-au-Prince, si tu es habitué à Port-au-Prince, quand tu viens au Cap, c'est plutôt positif. Parce que quand même, il y a de l'insécurité au Cap, mais c'est pas comparable à ce que nous vivons à Port-au-Prince. Donc, dans ce cas, ici, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire à Port-au-Prince. Donc, on peut se promener dans les rues. Nous avons la permission de nous promener dans les rues. Nous avons la permission d'aller manger à un restaurant. Nous avons la permission d'aller à la plage si c'est dans notre temps libre. Donc, pour nous, c'est un plaisir de là toujours. Et donc, dans ce contexte, conscient de l'importance, de l'orgueil des nordistes, d'être nordiste, de l'importance du Cap dans les équilibres haïtiens et l'importance objective du Cap en ce moment avec les difficultés à Port-au-Prince, on a donc, il faut dire que la région nord n'était pas vraiment au centre de nos priorités de coopération. La coopération s'est centrée plutôt le sud, le nord-est, la région de Ouanaminthe, Fort Liberté. Et celle qui a reçu davantage de projets. Moi-même, la semaine passée, j'ai eu la possibilité de passer toute la semaine dans la Grande Danse pour visiter les projets dans les domaines surtout de l'agriculture et de l'assainissement des villes que nous avons dans cette région-là, aussi très belle, plus pauvre, mais qui a absorbé davantage de coopération européenne. Et donc, sur le Cap, effectivement, on avait moins. Et donc, en ce moment, on est en train de voir comment on peut appuyer par des initiatives. Nous travaillons en coordination avec, évidemment, le gouvernement haïtien, mais surtout les organismes internationaux qui travaillent avec nous, avec Haïti. Nous avons élaboré un plan d'investissement pour la reprise de Port-au-Prince et de l'Artibonite, mais maintenant on va compléter avec la Banque mondiale, avec les Nations unies, avec la Banque interaméricaine de développement qui est venue au Cap la semaine passée. Mais comment l'Union européenne perçoit-elle l'importance de la culture haïtienne dans le cadre des relations entre Haïti et l'Europe? Non, la culture est très importante pour nous pour une raison très simple. Nous sommes, l'Union européenne, nous sommes un conglomérat de 27 pays. Et nous avons pris en 1957 une décision unique et exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, qui est celle de dire 27 pays, enfin à l'époque ils étaient 6, mais après le succès était tel qu'on est devenu 27. 27 pays décident de bâtir leur avenir ensemble. Ça n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité. La révolution haïtienne est exceptionnelle, c'est unique, mais aussi l'Union européenne est unique. Il n'y a aucun autre exemple, parce qu'il y a d'autres organismes régionaux de coopération, la CARICOM, plutôt que le Mercosur, plutôt que le NAFTA, mais ça n'a rien à voir avec l'implication, la profondité de nos relations. Je vous informe, pour ceux qui ne le sauraient pas, que être citoyen européenne, avoir un des 27 nationalités de l'Union européenne implique avoir des droits de citoyenneté européenne qui permettent la libre circulation à l'intérieur des 27 pays, les droits de résidence, les droits de travail, les droits d'études. C'est-à-dire on peut tout faire sans aucune formalité administrative, sans autorisation nécessaire. On élimine physiquement les frontières entre nos pays. On passe d'un pays à l'autre sans aucun contrôle de douane. Vous voyez, si vous pensez à certaines frontières proches d'ici, quelle différence de confiance entre nos pays. Donc la dimension, donc je disais, les 27 pays, nous avons des cultures différentes, des histoires différentes, mais convergentes. Et donc, dès le début, nous avons eu très clairement dans la tête la vision que la culture faisait partie de l'intégration. Parce que nous-mêmes, nous sommes différents. C'est pas la même chose d'être polonais que portugais, d'être roumain que français. C'est des cultures différentes mais convergentes.
Donc, on s'est mis d'accord sur des valeurs communes. On a énormément travaillé l'intégration culturelle. Donc, on a des programmes de mobilité d'étudiants, de professeurs. Les plus grands succès de l'histoire européenne est probablement le programme qui s'appelle Erasmus, qui permet aux étudiants européens de passer un semestre ou même de suivre des cours complets dans des universités d'autres pays, dans d'autres langues. Ce qui a permis, c'est un système établi qui fonctionne très bien. Et donc, moi, par exemple, j'ai suivi un semestre en Espagne quand j'étais plus jeune. Et les cours que j'ai suivis en Espagne étaient repris dans mon curriculum studiorum italien. Normalement, quand on fait ces choses entre pays, il faut passer par des mécanismes de convalidation. C'est très compliqué. Mais pour nous, c'est tout automatique. Donc, Erasmus a été un grand succès. Erasmus est ouvert aussi, et ça, c'est une information que je donne aux jeunes haïtiens. Erasmus est ouvert aussi aux jeunes haïtiens qui, avec un bon CV universitaire, voudraient suivre des cours d'instruction supérieure en Europe. Donc, on a la possibilité des échanges, mais surtout, pour le cas des Haïtiens, je conseille vivement les masters, suivre des masters dans leur domaine de compétences. Dans le programme Erasmus, veut dire avoir accès à des programmes multinationaux dans 2 ou 3 pays. Il ferait un master de 2 ans avec des modules de formation dans 2 ou 3 pays européens. Okay. Donc, c'est une Erasmus+. Quels sont ces 3 pays-là? Non, chacun peut proposer, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, vous êtes, je ne sais pas, vous vous occupez de océanographie. Alors, vous demandez l'admission pour un programme d'océanographie qui pourrait être entre France, Allemagne et Suède. Ça existe, il y a plein de ces programmes maintenant dans l'Union européenne. Et alors là, ils sont disponibles. Si vous êtes admis, vous pouvez solliciter, vous les demander une bourse Erasmus+. Ça veut dire que vous avez les visas, vous avez une bourse, et évidemment les frais de scolarité payés, et donc ça vous permet d'avoir un master de 2 ans dans 3 universités européennes. C'est un programme exceptionnel. Moi, il y a certains Haïtiens qui le font déjà. Il y a une coopération universitaire entre Haïti et l'Europe. Mais moi, quand j'ai rencontré des gens qui sont passés par là, bon, évidemment, vous voyez que le lien qu'on bâtit avec l'Europe est un lien pour la vie. Et vous imaginez l'expérience, vous avez 24, 25 ans, et vous faites un master dans 3 pays de l'Union européenne. Normalement, c'est en anglais. Mais pour le moment, en fait, quelles sont exactement les initiatives que l'Union européenne met en place pour les artistes, en fait? Oui, alors évidemment, donc tout ça pour dire que la dimension de la culture est très importante pour nous. Et donc, nous sommes conscients de la richesse qui implique la diversité culturelle et le dialogue culturel. On a besoin du dialogue culturel pour bâtir un meilleur avenir pour le monde. Donc, dans ce contexte, aussi dans un pays, alors Haïti, c'est un pays quand même d'une richesse culturelle exceptionnelle. C'est-à-dire, Haïti est un pays qui est vraiment se détache entre les autres, même de la région, parce que la culture haïtienne est quand même unique. Probablement liée à l'histoire si exceptionnelle d'Haïti, la production culturelle haïtienne est vraiment importante. Niveau écrivain, niveau art visuel, niveau créativité, musique. Donc, c'est clair qu'il y a un grand potentiel de développement, d'expression et de changement de ces pays qui passent via la culture. En ce moment, si on regarde la situation politique haïtienne, on pourrait penser que peut-être la culture n'est pas trop prioritaire par rapport à des problèmes comme la sécurité, le manque les déplacements des populations, les expulsions et tout ça. Mais quand même, nous croyons que sans négliger, parce que notre coopération est essentiellement axée sur l'humanitaire, sur l'éducation, sur la résilience, sur l'agriculture. Et pour le moment, en fait, pour la culture. Mais on ne peut pas négliger la culture. Donc, pour la culture, on a pris des initiatives plus ponctuelles. On a décidé d'organiser au Cap le premier festival de cinéma européen en Haïti. On est en plein milieu. Le dernier film sera passé cet après-midi à l'Alliance française. Mais au-delà de ça, il y a un programme culturel très important de 5 millions d'euros, donc des fonds très importants qui seront alloués à des initiatives culturelles des jeunes haïtiens dans tous les domaines, que ce soit du cinéma, que ce soit de la musique, que ce soit de la cuisine, enfin culture dans le sens plus vaste. C'est déjà disponible, ces 5 millions? C'est pas encore disponible, mais c'est déjà approuvé, c'est quelque chose qui
sera lancé au cours du deuxième semestre de l'année. Ok. Et donc là, en suivant la page web de la délégation de l'Union européenne, les artistes haïtiens, mais pas de façon individuelle. C'est pas un programme pour donner aux peintres une bourse. Non, c'est pas un programme de bourse. Les bourses d'études, oui. Mais là, c'est des programmes dans lesquels on demande aux associations, aux initiatives de s'associer, de s'allier, Ok, et en fait, ce sont des groupes d'artistes. Des groupes d'artistes qui nous présentent des projets. Il y aura une caisse toujours ouverte, on aura des fonds importants. Donc, je vois facilement une quinzaine, vingtaine de projets au cours de 2 prochaines années, qui pourront, 2-3 prochaines années, qui pourront se dérouler dans les domaines de la promotion de la culture haïtienne, des liens de la culture haïtienne avec les pays voisins. Dans le passé, on a travaillé des programmes culturels binationaux avec la République dominicaine. En ce moment, c'est un peu difficile de travailler entre Haïti et la République dominicaine. Oui, mais Haïti n'est pas que les voisins de la République dominicaine, il y a aussi les voisins de Cuba, il y a aussi les voisins d'autres pays de la région, de la Jamaïque et tout ça. Il y a des choses en commun. Il y a plein de projets qu'on peut imaginer. Et donc, une information que je donne. Nous avons un programme culturel qui s'appelle Transcaribéenne. C'est des prix pour des performances dans les différents domaines, poésie plutôt que art visuel, chant. Et alors là, c'est un concours au niveau caribéen. Et il est géré par nos collègues à Cuba. Mais la chose intéressante que peut-être les Haïtiens ne savent pas, c'est que au cours des années, les Haïtiens sont la nationalité qui a été décernée la plupart des prix. Les Haïtiens, les jeunes artistes haïtiens, ils sont clairement les plus réputés. Les plus réputés, ceux qui ont obtenu les meilleures performances. Évidemment, on veut bâtir sur cette... je pense que là, pour les Haïtiens, c'est un grand... On sait qu'en ce moment, il y a un grand décalage entre la jeunesse et la politique en Haïti. Okay? Et donc, je pense que l'expression culturelle, qui est quand même une expression de liberté, c'est un canal pour permettre aux jeunes de s'exprimer, en sachant que ce que nous voulons aider à que Haïti se développe, c'est une prise de conscience politique qui anime, stimule les jeunes à participer à la vie politique. En parlant de la politique, en fait, quelles mesures l'Union européenne envisage-t-elle pour soutenir en fait Haïti face à la montée et de la violence et de l'insécurité causée par les gangs? Écoutez, en ce qui concerne la sécurité, c'est évident, nous la vivons en première personne, mais même si nous, étrangers, nous sommes un peu plus protégés par rapport aux autres parce que nous avons des mesures de sécurité spécifiques, mais nous vivons quand même à Port-au-Prince et nous savons ce que ça veut dire. Nous travaillons avec des Haïtiens qu'ils habitent Port-au-Prince, ils habitent parfois des quartiers, pratiquement tous les quartiers de Port-au-Prince sont affectés par la violence. Pratiquement tous nos collègues haïtiens ont dû quitter leur maison à un moment où on dû se réfugier chez des amis ou réfugier chez nous dans nos appartements. Donc, nous savons très bien ce que ça veut dire vivre à Port-au-Prince dans la situation actuelle. Port-au-Prince est quand même une ville isolée du monde, complètement encerclée, avec des problèmes chaque fois plus grands. Donc, c'est clair que c'est un problème majeur pour et pas seulement. Port-au-Prince, malheureusement, contagie aussi ces problèmes sur le reste du pays, parce que tous les produits qui ne rentrent pas facilement par Port-au-Prince ne vont pas dans les provinces. Tous les produits des provinces, les produits agricoles par exemple, qui sont produits en Artibonite plutôt que dans le sud ou dans le nord ou dans le plateau central, ne peuvent pas facilement rentrer à Port-au-Prince. Donc c'est vraiment une contagion du problème. Et nous savons très bien qu'ici dans le nord, vous êtes très inquiets du fait d'une possible montée des gangs jusqu'à cette capitale. Donc, dans ce cadre, l'Union européenne collabore avec les autorités haïtiennes dans le sens de nous avons un financement à la police nationale haïtienne. Nous participons au budget de support à la PNH avec 3 millions qui sont en exécution. Là, on travaille surtout l'aspect... Ces 3 millions sont déjà disponibles? Ont déjà été versés. Ces 3 millions sur lesquels on travaille essentiellement sur les tâches douanières, les renforcements donc des contrôles de douane, parce que il faut pas oublier que la faiblesse, la porosité des douanes, même si officiellement elles sont fermées, les douanes avec la dominicaine, mais la porosité des douanes, elle s'accompagne de beaucoup de trafics illégaux qui finalement sont la source aussi
d'approvisionnement pour les gangs. Et donc, il y a un lien. Donc, nous travaillons l'aspect de la douane avec les Canadiens et avec l'Organisation des Nations Unies pour la prévention du délit, UNDC. Mais nous travaillons aussi la composante de l'appui aux femmes policières. Okay. Donc là, on encourage et on supporte du point de vue financier le recrutement, l'entraînement et une approche particulière pour les femmes policières parce qu'on a besoin, pour améliorer l'aspect du respect des droits humains dans les quartiers, on a besoin quand même de policières formées. On a besoin davantage de femmes. C'est pas évident pour une femme de devenir policière dans le contexte qu'on connaît, mais on a besoin d'une bonne formation, d'une présence aussi féminine. Et donc, c'est les deux aspects-là que nous avons choisis, mais là, c'est un panier d'appui à la PNH dans lequel les différents interlocuteurs ont choisi leur... Alors là, c'est pour la PNH. Pour ce qui concerne la mission internationale de sécurité, évidemment, il faut dire que l'Union européenne n'est pas une institution de sécurité en tant que telle. Donc, nous n'avons pas une énorme facilité de mobiliser des fonds. Par exemple, nous ne pouvons pas acheter des armes ou des équipements létaux parce que c'est pas prévu dans nos statuts. C'est peut-être nos pays peuvent décider de le faire. Ils ne le font pas en Haïti, parce qu'en Haïti, la situation armes est un peu compliquée. Mais nous le faisons par exemple en Ukraine. Mais là, en Ukraine, c'est pas l'Union européenne qui le fait. C'est les pays de l'Union européenne qui ont concerté chacun d'aider l'Ukraine. Alors, pour Haïti, cette perspective si immédiate comme pour l'Ukraine n'existe pas. Et donc là, on appuie la mission internationale. On est en train de voir comment il y a certains pays de l'Union européenne qui financent la mission internationale qui est en cours à Port-au-Prince et environ, qui est, vous savez, menée par les Kenyans comme pays leader sous le leadership du gouvernement haïtien, mais avec la participation de policiers de Jamaïque, de Guatemala et quelques autres participations d'autres pays. Il n'y a pas de participation européenne directe du point de vue présence, sauf quelques officiers de liaison, mais nous avons choisi le support financier. Donc, nous avons un financement de 10 millions pour cette mission qui n'a pas encore été déboursée, parce qu'il y a eu des difficultés avec les Nations Unies, là, du point de vue administratif, mais nous sommes en train de voir maintenant comment on peut appuyer certains aspects de cette mission, et je vous anticipe que on pense appuyer l'initiative de l'établissement, de financer l'établissement des bases avancées pour la police à Port-au-Prince. Parce que ce qui arrive en ce moment à Port-au-Prince dans les combats contre les gangs, c'est que les gangs attaquent à plusieurs côtés de la ville, haut de ville et bas de ville, en même temps. Et donc la police est débordée. La police et la mission internationale sont débordées par les attaques multiples et coordonnées. Donc, pour répondre à ça, il y a la police répond dans la mesure de ses possibilités. Très souvent, obtient des succès sur le terrain, parce que quand même la police et la mission internationale sont plus fortes militairement, ne sont pas aussi bien armées que les gangs, mais les gangs, elles sont moins disciplinées du point de vue militaire. Donc, finalement, il y a plusieurs victoires sur le terrain, mais après, le nuit, les gangs reviennent parce que il y a pas la police nationale haïtienne, la police nationale d'Haïti n'a pas la possibilité physique de rester sur le terrain parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les hommes. Donc, comme communauté internationale, avec les Canadiens, avec l'Organisation des États américains et avec peut-être les Japonais, nous essayons de voir comment financer des bases avancées qui permettraient donc à la police, une fois occupée, pouvoir travailler la nuit, c'est ça? Pour rester la nuit sur le terrain. Parce que ce qu'il arrive, c'est que la nuit, les gangs reprennent le territoire. Et l'électricité? Ah non, mais ça, évidemment, il y aurait des groupes électrogènes, mais à ce moment, ils ne peuvent pas pour toute une série de raisons logistiques et même statutaires. Mais les moments où il y a un financement international pour ça, on pourrait établir une présence nocturne, et la présence nocturne empêcherait aux gangs de revenir sur le terrain. À ce moment, ce que la population doit faire, c'est rester vigilante, rester éveillée la nuit et attendre l'arrivée des gangs et éviter qu'ils rentrent. Et donc, vous voyez, c'est une situation très instable, c'est un des défauts structurels de la mission. Donc ça, on va essayer d'appuyer ça. Je pense que oui. Mais comment exactement l'Union européenne peut-elle collaborer avec le gouvernement haïtien pour mettre en place en fait des stratégies efficaces contre la criminalité organisée? Bah, écoutez, là,
On a une coopération avec le gouvernement haïtien, mais il faut considérer que la coopération passe via les instruments que j'ai mentionnés. Mais en ce moment, il y a encore une carence au niveau du gouvernement haïtien. Vous savez que quand il y a une mission onusienne, une mission onusienne a un chef de mission, un quartier général, a des mesures opérationnelles, ça s'appelle les règles d'engagement. Et donc, elle a un plan. Ici, on a choisi de ne pas aller vers une mission onusienne pour une série de questions historiques qui font que les Haïtiens ne sont pas toujours très favorables au concept de la mission onusienne. Mais en ayant choisi d'aller vers une mission non onusienne, c'est-à-dire sans la responsabilité de l'ONU, on a perdu la capacité de planification et de direction et les ressources des États membres des Nations Unies. Donc, on a choisi une formule hybride qui est celle de la mission internationale mais non onusienne. Et finalement, on a dû chercher des pays volontaires pour venir. Alors, ces pays volontaires sont des pays qui ne sont pas... Alors, le Guatemala n'est pas trop éloigné, la Jamaïque, elle est prête, mais elle n'a pas envoyé tous les hommes qui avaient promis, pour des raisons, je ne sais pas exactement. Les Bahamas, même chose. Les pays caribéens n'ont pas envoyé toutes les forces qu'ils avaient promis. Donc finalement, c'est surtout des Kenyans. Les Kenyans, évidemment, ils ont eu besoin d'un moment d'adaptation. Ils ne connaissent pas ces pays, ils ne connaissent pas la langue. Ils ne savaient même pas conduire du bon côté parce que de l'autre côté. Enfin, c'est des choses pratiques et donc. Est-ce que ce n'est pas important, en fait, de pouvoir guider les Kenyans avant même de venir en Haïti? Non, ils ont reçu beaucoup d'entraînement avant de venir. Il y a eu un temps d'adaptation. Et il faut dire que les Kenyans, ils ont fait un bon travail dans le sens que vous vous souvenez du débat il y a 1 an et demi, 2 ans. On parlait de qu'est-ce qu'ils vont faire ces Kenyans? Ils vont commettre des violations des droits de l'homme. Donc on a été très attentifs dans ça. Et eux, ils sont très respectueux. Et il n'y a eu aucune bavure dans le domaine des droits de l'homme commise par les Kenyans, comme on soupçonnait que ça pourrait arriver. Donc, les Kenyans, ils font un bon travail, mais c'est un travail de support à un leadership haïtien. Donc, nous trouvons que les gouvernements haïtiens devraient être un peu plus, devraient développer un peu mieux la stratégie sécuritaire. Et choses qu'ils sont en train de faire, mais cette stratégie sécuritaire n'est pas encore vraiment connue, n'est pas encore vraiment approuvée par le Conseil de sécurité qui vient d'être approuvé au niveau du gouvernement. On a créé un Conseil de sécurité. Donc, je pense que c'est très urgent qu'une stratégie de sécurité soit développée. En ce moment, on fait recours à l'utilisation des drones. Les drones, ils sont très utiles en termes de géolocalisation. C'est très utile comme instrument, mais ils sont utilisés aussi comme arme offensive. Donc, ils ont provoqué beaucoup de pertes entre les gangs, mais ils ne peuvent pas être utilisés de façon systématique dans des endroits qui sont très peuplés. Et les gangs, très souvent, sont dans des quartiers très peuplés. Donc, quels sont les principaux défauts que l'Union européenne rencontre dans son engagement pour la sécurité en Haïti? Non, défauts, je ne veux pas parler de défauts. Défis. Défauts, j'avais compris défauts, excusez-moi. Défauts, c'est trop arrogant de notre part. Non, défi, je trouve que le premier défi, c'est définir une stratégie claire de récupération du terrain, mais qui doit être accompagné d'une stratégie et assignation des ressources à la reprise de la vie sociale dans les quartiers. C'est pour ça que nous, comme Union européenne, nous avons décidé d'allouer 15 millions d'euros à un programme destiné aux quartiers de Port-au-Prince qui sont actuellement sous l'emprise des gangs. En fait, quels sont les quartiers ciblés? Ce sont tous les quartiers où il y a une présence des gangs, c'est-à-dire pratiquement toute la ville sauf Pétionville. Et donc, Pétionville et les régions hautes, mais même les régions hautes comme Kinskov peuvent être associées parce qu'à Kinskov, nous avons, c'est important pour l'approvisionnement des produits agricoles parce que c'est très difficile de préparer. Donc, Kinskov, c'est une zone productive. On produit beaucoup à Kinskov. Et donc, c'est important aussi des initiatives là. Donc, l'idée est d'appuyer des initiatives sociales, socio-économiques dans les quartiers du type eau potable, électricité, poste de santé, remettre debout des quartiers qui, sous l'emprise des gangs, sont devenus des zones ingérables. Alors, les défis de la sécurité, c'est
à mon avis, c'est être capable, comme État haïtien, d'élaborer une stratégie cohérente et des conjoints de récupération de l'espace à Port-au-Prince, avec l'appui des internationaux, mais sous la leadership des gouvernements haïtiens. Donc, cette stratégie, jusqu'à présent, elle n'est pas trop explicite. Pour le moment, cette stratégie est plutôt de répondre aux gangs là où elles attaquent, mais il faudra à un moment donné établir une stratégie de comment reprendre le territoire de façon plus systématique. Et de cette façon-là, les forces internationales et la communauté internationale pourront aider sur cette stratégie. Donc, c'est le défi, et d'intégrer ça avec la dimension socio-économique, parce que les habitants, qui ont beaucoup souffert à Port-au-Prince, ils ont besoin vraiment de retrouver des conditions de vie qui soient plus raisonnables. Les gens, je vous dis, sont très fatigués à Port-au-Prince. Ça fait des années qu'on ne dort plus vraiment en bonnes conditions. On doit rester éveillé, on attend des tirs tout le temps. On doit rester éveillé pour être sûr qu'en cas d'arrivée des gangs, vous avez une voie de sortie. Ça, c'est pas envie pendant des années. Donc, les gens sont vraiment au bout de leur force. Okay. Mais maintenant, est-ce que vous comptez en fait d'augmenter et ce qui a trait, en fait, je peux dire ça, et est-ce que vous comptez d'augmenter le soutien financier en fait en Haïti dans les années suivantes? Écoutez, nous venons de prendre un nombre d'engagements financiers assez important. Moi-même, je viens de signer des conventions de financement à hauteur de 60 millions d'euros. Donc, je pense que avec la retirée progressive de USAID, nous nous consolidons comme les premiers partenaires en termes financiers d'Haïti. L'avenir à partir de 2027, maintenant on a signé des projets pour les 26 et les 27. On a aussi triplé l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, je sais que elle est pas, si vous voulez, l'aide humanitaire ne porte pas un changement structurel dans les pays, mais il faut considérer que dans ces pays, il y a 1 million de déplacés, quand l'année passée, il y en avait 300 000. Ces millions de déplacés ne vivent que grâce à l'assistance internationale. Donc, on ne peut pas aimer, mais sans ça, les gens meurent. Il faut être clair. Donc, là, on a triplé. On est passé à 38 millions. Aujourd'hui, on m'a annoncé d'autres 15 millions. Donc, en ce qui concerne donc l'avenir, nous avons déjà signé donc des projets pour les prochaines années d'une soixantaine de millions d'euros dans les domaines de la renforcement de la production agricole, la reprise de la production agricole dans plusieurs régions, l'amélioration donc de la nutrition des enfants, compléter les infrastructures, compléter la route entre Port-au-Prince et le Cap-Haïtien. Vous savez qu'il manque 40 km. Oui, mais quand est-ce qu'on va commencer avec ces 40 Ça, on va commencer, mais on va conclure le contrat. On a dégagé tous les problèmes qui existaient. Il reste combien de temps pour conclure le contrat? Non, le contrat est en phase d'élaboration. Alors, ce qui s'est passé, l'Union européenne a construit la route de Port-au-Prince jusqu'à Saint-Raphaël. Okay. Jusqu'à Saint-Raphaël, la route est déjà là. Il nous manque les 40 derniers kilomètres. Le contournement de la ville de Saint-Raphaël est en train d'être exécuté en ce moment. C'est une dizaine de kilomètres. Et après, il y a 40 kilomètres qui manquent pour arriver jusqu'au Cap. Donc, ces 40 kilomètres sont logés dans un autre contrat, mais avec la même firme. C'est une firme haïtienne qui va réaliser ça. Auparavant, c'est une firme européenne. Cette firme européenne a décidé de quitter le pays. Donc, nous avons eu le problème pendant 1 an, plus ou moins, de résoudre les conditions contractuelles de sortie et de trouver un nouvel exécutant qui est une entreprise haïtienne maintenant. Et donc, c'est eux qui termineront le travail avec des fonds européens. Donc, ça, c'est une réalisation importante. L'agriculture, une convention qu'on vient de signer sur l'appui à l'éducation. Mais est-ce que l'Union européenne est satisfaite, en fait, de ces investissements en Haïti? Mais non. On n'est pas satisfait parce qu'on voudrait... En fait, on est satisfait des choses qu'on a réussi à faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Vous ne demandez pas en fait des règlements après, en fait, c'est tous ces millions après, vous ne demandez rien? Non, évidemment, oui, évidemment, oui. Alors, il y a deux manières que nous utilisons. Il y a un appui, je n'ai pas mentionné que nous fournissons ici, nous sommes les seuls interlocuteurs d'Haïti qui fait de l'appui budgétaire à l'État haïtien. Nous sommes les seuls qui donnons de l'argent au gouvernement pour qu'il puisse exécuter des politiques cruciales et à leur discrétion. Donc, nous sommes les seuls que nous avons fait ce choix et nous l'avons fait parce que nous avons constaté que la gestion macroéconomique du pays, elle est correcte, elle est bien faite par des professionnels. L'économie est pauvre.
Le pays est pauvre, mais la gestion macroéconomique est bonne. La démonstration de ça est que, par exemple, le taux d'échange de la gourde, il est plus ou moins stable, malgré toutes les difficultés derrière. Vous avez 8 ans de croissance négative. Normalement, dans un pays, en 8 ans de croissance négative, ça serait la catastrophe totale. Ici, la gestion est bonne et donc ça nous permet de faire confiance à la gestion macroéconomique. Donc pour ça, on vient de débourser 17 millions d'aides budgétaires à l'État haïtien. Là, c'est des aides qui seront gérées par l'État haïtien. Par contre, tous les autres programmes que j'ai mentionnés, douane, éducation, route, seront gérés par nous avec des exécutants. Donc, nous avons une supervision directe. Mais je vais vous faire un exemple en ce qui concerne le programme Urbaïti, qui est un programme de 55 millions d'euros qui est presque terminé, qui a été dévoué à l'assainissement et amélioration des conditions de vie dans les villes du Sud. Pourquoi? Parce qu'on avait choisi à cause du tremblement de terre de 21. Là, je viens de faire un tour dans les différentes villes qui sont affectées. Alors là, je suis pas satisfait d'une chose, que nous, on a quand même pu financer plusieurs choses. On a bâti des écoles, on a bâti des bâtiments de mairie qui avaient été détruits, on a renforcé la capacité d'accueil des citoyens dans les mairies, on a des projets d'assainissement, on a construit des canalisations dans les ravines, on a nettoyé certains quartiers, on a aidé à rétablir. Mais le problème est que tout ça ne s'en sert pas facilement. Le problème est que les communes, les municipalités haïtiennes, malgré tout ça, malgré l'appui qu'ils reçoivent de l'assistance internationale, ils n'ont presque pas de contribution de l'État. Et donc, elles sont très pauvres. Et donc, elles n'arrivent pas à pouvoir donner la suite. Et donc, moi, on serait plus satisfait si notre coopération venait seulement à compléter quelque chose qui existait déjà et qui était d'origine haïtienne. Si nous devons bâtir une école, je vous donne un exemple. Nous bâtissons une école, on en a commencé 2 cette semaine, à Beaumont et dans la région métropolitaine de Caille, un lieu qui s'appelle Fontany. Moi-même, j'ai mis la première pierre. OK. Cette école sera construite par nos fonds. Et elle sera là l'année prochaine. Mais le problème est que les maintenances de cette école, n'est pas assuré parce que l'État est tellement carent en fonds que donc c'est un peu dommage parce que finalement on bâtit quelque chose qui satisfait la population, mais après en fait, c'est un problème pour qu'il arrive. Vous parlez de manque de gérance de la part des Haïtiens. Un peu, non, le manque de ressources, là c'est manque de ressources vraiment. C'est manque de ressources d'État, c'est-à-dire on a besoin que l'État s'organise d'une façon qui augmente sa capacité financière parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec 5% de pression fiscale. Et là, c'est la pression fiscale la plus basse au monde. Mais seulement avec l'aide internationale. Non, l'aide internationale, elle peut compléter. On a besoin de fonds, donc on a besoin de réorganiser l'État et c'est pour ça qu'on fait de la coopération dans le domaine financier. Vous savez que au cours des dernières années, la collecte fiscale en douane a augmenté de façon assez importante. Grâce à la coopération européenne, on a établi des programmes de coopération qui ont permis une augmentation importante des recettes douanières au port de Port-au-Prince. Grâce à ça, l'État a eu davantage d'argent. Mais ça ne suffit pas d'avoir davantage d'argent. Il faut avoir davantage d'argent, il faut pouvoir le gérer et les dépenser. Ce que je remarque quand je visite les provinces, c'est qu'il est très difficile que l'argent arrive jusqu'aux provinces. Oui, en fait, on va arriver de là, mais comment exactement l'Union européenne, en fait, évalue-t-elle l'impact de ces interventions passées en matière de sécurité sur la situation actuelle en Haïti? Non, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été central dans c'est pas vraiment nous, des acteurs en sécurité. Donc, la sécurité, je dirais pas qu'on peut la prendre comme notre impact est plutôt sur la question infrastructure, sur la question agriculture. Pendant votre passage, et en fait vous êtes toujours ambassadeur, mais en fait vous êtes combien d'écoles pendant que vous êtes ambassadeur en Haïti que vous avez déjà construit? Le programme d'école ne commence que maintenant. On en a bâti 7. Le programme que j'avais mentionné, c'est Urbaïti, c'était assainissement urbain. Là, on va bâtir aussi le marché de Jérémie sur le littoral et on va nettoyer les canaux aussi à Caille et Jérémie. Mais en ce qui concerne les écoles, c'est un nouveau programme qui commence, qui s'appelle Appui à l'éducation,
Je ne vais pas vous dire comment il s'appelait parce que malheureusement, M. Barbecue nous a volé le nom après parce qu'il s'appelle Éducation pour vivre ensemble. Et Éducation pour vivre ensemble et après les gars, nos amis, pas vraiment notre ami Cerisier, il nomme sa alliance la même chose. Donc on n'utilise pas trop ce nom, c'est programme d'éducation, je préfère dire. Okay. Et alors là, dans le cadre de ces programmes d'éducation, on a un des 3 volets, c'est la reconstruction d'écoles dans le sud affectées par le détruit. Donc là, il y a eu 23 écoles détruites et 30 écoles endommagées. Là, on rebâtit 7 écoles. Okay. Vous parlez de l'agriculture tout à l'heure et parlons un peu en fait, quels sont les impacts de l'agriculture que vous avez fait? Oui, écoutez, nous avons eu un programme qui s'appelle PEMSAN, qui est en liaison avec les ministères de l'Agriculture et d'autres ministères, mais finalement exécuté directement par un ensemble de ONG fédérées entre elles et exécutées sur le terrain. La première phase allait déjà au lieu, on l'a déjà conclu et évalué. Elle a travaillé surtout dans le nord-ouest et dans le nord-est, dans des municipalités qui ont été choisies pour être les municipalités haïtiennes avec les taux les plus élevés de malnutrition infantile. Ces programmes ont travaillé les années passées. Mais combien d'organisations ont pu... écoute, non, plein d'organisations participent, c'est très compliqué la structure. La structure institutionnelle est compliquée parce que, vous pensez, en Haïti, vu de la difficulté d'action et de tous les obstacles qui existent, il faut rassembler le maximum de nombre d'acteurs et qu'ils soient crédibles localement. Donc, on a choisi ces municipalités. Les résultats, après 5 ans d'intervention, c'est que la malnutrition infantile a quand même régressé environ dans 10% dans ces municipalités. Donc, on a décidé maintenant de continuer ces actions. Ces actions portent sur 2 volets, essentiellement éducation des familles à la nutrition, surtout des mères. Mieux utiliser les produits à leur disposition. Et deuxièmement, renforcer la filière agricole, c'est-à-dire meilleure production, meilleure productivité. Ça, on travaille avec la FAO, on travaille avec le PAM et on travaille avec des autres réalités locales. Et donc, les résultats, moi j'ai visité des projets comme ça dans le sud, on voit que les communautés apprennent à utiliser mieux les moyens qu'ils ont à disposition, donc ils produisent plus, ils peuvent arriver à faire du commerce, et il y a un surplus et des bénéfices. Et la nutrition des enfants, elle est meilleure. Donc, les programmes, c'est des programmes de longue haleine. On essaie d'aligner au maximum avec les programmes du ministère de l'Agriculture, le renforcement des filières productives, par exemple de la manioc dans le nord, des lignames dans le sud, le cacao dans le sud aussi. Donc, essayer de stimuler la production de revenus agricoles pour améliorer la vie des gens. Il y a de bons résultats. Ils sont toujours un peu éparpillés. Vous voyez, ce qui manque toujours à Haïti, c'est la systématisation. C'est un État fort et crédible qui soit capable de mettre tout ça ensemble et lidérer vers ça. Ok. Mais comment exactement l'Union européenne, en fait, au Cap haïtien, vous avez rencontré avec les maires de la ville du Cap, comment l'Union européenne peut-elle travailler de concert avec la municipalité du Cap haïtien pour améliorer les conditions et la vie, notamment en fait, en matière de salubrité et d'infrastructure? Bah, là, j'aimerais bien. À ce moment, on n'a pas d'instrument pour ça. On a fait ça dans le sud, mais Cap haïtien n'était pas partie de ces programmes. Donc, en ce moment, on n'a pas un instrument juridique pour le faire. Alors, moi, je viens fréquemment au Cap haïtien et moi et mes collaborateurs, nous sommes pleinement conscients du défi en ce moment pour la salubrité et pour la gestion des déchets qui existent. Infrastructure aussi. Ben, l'infrastructure, évidemment, mais disons, l'infrastructure est l'infrastructure de la ville, parce que en ce qui concerne la route, en fait, la route d'ici Wanamint est presque bonne. Oui. Hein? Donc, par contre, bon, en allant vers le nord-ouest, c'est un peu plus compliqué, mais l'infrastructure urbaine, en ce moment, on n'a pas un instrument. Donc, il faut développer un instrument pour... Vous l'auriez conclu avec, en fait, non, les maires non, avec de la mairesse, on a parlé des possibilités d'étendre les expériences qu'on a fait au sud, mais alors il faut trouver un peu l'instrument financier pour cela. Il est clair que cette ville a besoin d'affronter le plus tôt possible les problèmes de la gestion des déchets. C'est absolument crucial que les déchets soient organisés, éliminés et traités de façon raisonnable pour revenir à un minimum de viabilité. Donc là, on est à l'écoute des possibles initiatives. On n'est pas proposant dans le sens qu'on n'a pas un instrument en ce moment, mais
sans doute on appuiera si d'autres bailleurs comme la Banque mondiale et le BID qui sont en train de travailler ce domaine et qui ont la possibilité de mobiliser davantage de fonds, nous pouvons nous associer à ces efforts. Dans 1 an, 2 ans, en fait, les maires peuvent espérer quelque chose de je l'Union sais, européenne. la mairesse nous a parlé d'un projet qui est en discussion. Je me souviens plus si c'est avec la Banque mondiale ou le BID. Donc Je pense là, que c'est avec la Banque mondiale. Je pense qu'avec la Banque mondiale, donc vous voyez, avec la Banque mondiale, l'avantage est qu'ils ont des fonds plus importants parce que c'est une banque. Nous ne sommes pas une banque. Okay. Nous sommes une institution internationale politique. Donc nous mobilisons moins de fonds. Mais quand même, nous pouvons nous associer, nous avons des instruments pour nous associer et rajouter. Comme l'agriculture, en fait, on a Saint-Raphaël, comme l'agriculture, en fait. Non, ces choses-là, on les fait sur les budgets qui existent. Mais pour des projets de ce type qui demandent plusieurs dizaines de millions de dollars, je pense que... Tu dis, bien sûr. Ah non, évidemment, pour la gestion des déchets. Nous ne pouvons pas être chef de file, mais nous pouvons appuyer, nous pouvons rajouter des fonds à des initiatives qui seraient lidérées par la Banque mondiale. Okay. Donc, attendons de voir quelle est la conclusion de la Banque, parce que la Banque mondiale, je comprends qu'il travaille sur le nettoyage, mais vous voyez, nettoyer les déchets sur le littoral du Cap et dans la ville, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un lieu de collecte et de traitement de ces déchets, parce que sinon, un mois après, les déchets sont noirs. Parce que les tri sont importants dans le déchet. Et donc, il faut que ces projets-là voient le feu vert, et alors là, sans doute, nous, on essaierait à l'appuyer avec des initiatives semblables à celles qu'on a eues dans le Sud. Okay. Dans un contexte d'urgence, en fait, quelles sont les principales attentes qu'Haïti peut avoir envers l'Union européenne pour faire face à cette crise actuelle? Écoutez, les attentes sont que nous restons un des principaux partenaires financiers et politiques d'Haïti. Nous ne cherchons pas forcément une grande visibilité, publicité. On n'est pas là toujours à dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc parfois les gens négligent un peu, mais nous sommes quand même les principaux bailleurs d'Haïti. Mais on ne cherche pas que les gens nous applaudissent. On cherche que les gens puissent avoir des maisons concrètes dans leur vie. Donc, vous pouvez compter donc sur un engagement qui continuera, sur des fonds importants on a quand même un portefeuille de 200 millions d'euros de projets en exécution. Je pense pas qu'il y ait aucun autre acteur qui a 200 millions en exécution en Haïti en ce moment. Aucun. Donc, il faut considérer que plusieurs initiatives que vous connaissez comme des Nations Unies en réalité sont financées par l'Union européenne. Les Nations Unies sont exécutants, mais l'argent est nôtre. Donc, parfois, elles oublient un peu de dire qui paye. Donc, vous pouvez compter là-dessus. Vous faites de la jalousie, là? Non, c'est pas de la jalousie, tout simplement. C'est important de mettre en valeur parce que il faut considérer que c'est de l'argent des contribuables européens. Et donc, nous avons aussi l'obligation vis-à-vis des contribuables européens d'expliquer. J'ai des amis européens qui connaissent pas Haïti, qui connaissent pas, enfin, ils me font confiance parce que je leur raconte la situation d'Haïti, mais ils connaissent pas Haïti. Et ils disent, pourquoi nous devons dépenser de l'argent en Haïti? Ces bailleurs de fonds ne te demandent pas des explications sur l'argent, en fait? Oui, bien sûr. On doit reporter de façon assez complète sur tout ce qui est dépensé. C'est extrêmement rigoureux. C'est pour ça qu'on a une structure de personnes ici qui vont visiter les projets et qui vont reporter là-dessus. Donc, il y a plein de paramètres. Et disons, la chose qui permettrait d'être plus efficace, ça serait la présence de politiques un peu plus stables et un peu plus fortes. Et donc, stabilité politique voudrait dire aussi meilleure facilité pour recevoir des appuis. Votre dernier mot, monsieur l'ambassadeur, en fait, pour Haïti, dans ce contexte si difficile? Écoutez, moi, malheureusement, je dois quitter Haïti à cause des rotations qui nous sont imposées. Moi, je suis resté ici 3 ans. Et j'ai énormément apprécié Haïti, surtout maintenant que je peux voyager plus souvent et quitter la capitale plus souvent. Et donc, je peux venir dans un endroit où il y a des interlocuteurs si charmants comme la personne qui m'entretiennent. Et les Capois en général. Moi, j'apprécie beaucoup la population capoise. Parce qu'il y a une chose que j'adore du Cap. Comme c'est l'endroit où on vient après Port-au-Prince, et à Port-au-Prince, on peut rien faire. Rien faire. Donc, à Port-au-Prince, on est quand même, je dirais pas en prison, c'est pas le bon mot, mais enfin, et
Ici, on remarque quand même que la population est très cordiale, elle est très ouverte et que la présence de quelqu'un de différent, qu'on voit qui est un étranger, est tout à fait accueilli. Chose que parfois on n'a pas l'impression, mais c'est pas la faute des gens de Port-au-Prince, c'est la faute de la situation. Et donc, mais ici, au Cap, on redécouvre quand même une convivialité, une normalité, on peut s'échanger des regards, des sourires et on est absolument bien accueilli. Alors, l'image que moi, je répète toujours, je ne me fatiguerai jamais de répéter, et quand j'ai décrit d'Haïti et la beauté et la merveille des enfants qui vont à l'école. Les enfants, les écoliers, les jeunes écoliers haïtiens sont d'une beauté spectaculaire, mais j'aime beaucoup voir les enfants qui vont à l'école un peu partout dans les pays en développement. Mais l'élégance, la propreté et la majestuosité des enfants haïtiens qui vont en plus avec la capacité de combiner les couleurs. Donc vous voyez ces jeunes fillettes qui vont tous avec les tresses de même couleur que leur chemise et leurs chaussettes. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça démontre un esprit artistique, une forte volonté de dignité. Et moi, la chose que je trouve admirable, c'est que tous ces enfants-là, très souvent vivent dans des conditions très précaires du point de vue de salubrité et hygiène. Ils passent dans des endroits très pollués, très sales, et ils sont toujours propres. Alors on m'a expliqué, est-ce qu'en Haïti, il y a une culture qu'en famille, si tu arrives sale, on te punit. Et donc, nous, les enfants, nous avons bien en tête que nous devons rester propres. Exactement. La propreté, mais cette propreté, donc, c'est une valeur, et l'éducation. Quand je suis arrivé en 22, je me souviens que j'ai parlé avec les ministres de l'éducation de l'époque, qui me parlaient donc de la difficulté de la rentrée scolaire. C'est toujours un problème, la rentrée scolaire en Haïti. Et on me disait l'importance que les familles accordent au fait de pouvoir envoyer les enfants à l'école, parce que pour les Haïtiens, l'éducation est la première priorité. Et je l'ai constaté, parce que les Haïtiens que je connais, leur première préoccupation, c'est les enfants, et leur première préoccupation, c'est l'éducation de leurs enfants. Oui. Et donc, ça, on le voit dans la soin et l'élégance avec laquelle ces enfants vont à l'école tous les jours. Ils affrontent ces villes, ces contextes compliqués, mais quand même, ils ressortent, ils sourient entre eux. C'est normal, nous tous, nous avons été des enfants. Nous étions moins bien habillés. Quand j'allais à l'école, j'étais pas si élégant que moi et mes copains. Chacun, nous allions on n'était pas ici. Encore, c'est magnifique. Et donc, moi, je prends toujours l'exemple de ces enfants. C'est ces enfants-là, avec cette discipline. Vous savez, quand j'ouvre, on va poser la première pierre d'une école. On fait un débat à l'université. La chose qui m'étonne avec les Haïtiens, moi, j'ai travaillé dans 11 pays dans ma vie. J'ai vu plusieurs pays, je connais la dynamique. Et la chose intéressante avec les Haïtiens, c'est que les Haïtiens, ils vous écoutent. Ils vous regardent avec des visages très concentrés. Afin de vous analyser. On sait pas exactement ce qu'ils pensent, mais ils vous écoutent, ils sont très disciplinés, ils ne font pas du bruit, ils ne quittent pas la salle. Peut-être après, ils vous posent des questions un peu polémiques, mais sans vous attaquer vraiment. Ils posent des questions qui fâchent, des questions difficiles, mais ils les font, mais très, très attentivement. Et les écoliers, les écoliers, évidemment, ils ne vous posent pas de questions parce qu'ils sont intimidés. C'est des gamins de 8 ans, 10 ans, 12 ans devant un type qu'ils ne connaissent pas. Mais ils sont tellement disciplinés. Ils restent assis à leur place. Ils écoutent. Ils sourient. Ils vous écoutent. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils me comprennent pas. Mais la discipline, vous n'avez pas ça dans tous les pays. Dans tous les pays, les gens à l'école commencent à se lever, à crier, à jouer. Non, les Haïtiens sont sont terriblement disciplinés. Et donc là, essayons de conclure sur une note positive. C'est sur cette discipline, sur cette rigueur et sur cette intelligence implicite des jeunes Haïtiens. Moi, je suis admiré par l'intelligence des jeunes Haïtiens. Leur discipline, leur l'orgueil et en même temps l'intelligence et la fierté. On a organisé, et je sais que je prends beaucoup de votre temps, mais je veux quand même vous dire. Non, ça va. On a organisé l'année passée un blog surtout à l'échelle nationale. On a demandé aux blogueurs et blogueurs de ces pays jeunes de nous raconter leur Haïti, pour sortir un peu de cette narrative qui Haïti est toujours violence.
Donc, on a eu des résultats extraordinaires, c'est-à-dire on a eu des contributions de tous les pays, des blogueurs, blogueuses qui nous ont surpris par la qualité intellectuelle de leurs contributions sur tous les sujets difficiles et pas difficiles, mais surtout difficiles, de la maturité avec laquelle des jeunes de 18, 20 ans jugeaient leur pays, racontaient leur pays, l'amour aussi, l'amour frustré, mais l'amour avec lequel ils racontaient leur pays. Et donc, là, c'est vraiment un matériel qu'on a. Il est à disposition sur la page web de la délégation. Et ça indique que les jeunes haïtiens, ils ont le potentiel pour changer vraiment ces pays, pour aider à un changement qui est d'autre part nécessaire, parce que malheureusement, l'État actuel n'est pas capable de répondre à tous les besoins des citoyens, pour des raisons financières, pour des raisons structurelles. Donc, on a besoin d'une nouvelle génération. C'est pour ça qu'on finance aussi des initiatives dans le domaine de la culture politique. On aide les jeunes à s'organiser, à penser en politique. On ne fait pas de la politique partisane. On ne fait pas de la politique, non. Tout simplement, on aide les jeunes à s'organiser et à s'exprimer. Et la culture aussi, ça sert dans ce sens. Parce que un pays qui est fier de sa culture, moi j'ai vu des expositions à Port-au-Prince impressionnantes de jeunes artistes haïtiens, comment ils reflètent la violence et leur expérience, comment ça se reflète dans leur art. C'est impressionnant de voir ça. Donc, la situation d'Haïti est complexe. C'est quand même un pays qu'il est très difficile de ne pas tomber amoureux. C'est impossible de ne pas tomber amoureux d'Haïti. Moi, je connais pas un étranger qui a été ici qui n'aime pas Haïti. Il se plaindra de la sécurité, des difficultés de voyage, de je ne sais pas que l'air conditionnel ne fonctionne. Ok, petite chose. Mais tout le monde qui a la possibilité de connaître Haïti aime Haïti et part de ce pays amoureux avec encore l'espoir de pouvoir continuer d'aider les pays dans l'avenir, même dans d'autres fonctions. D'accord. Merci. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur Stefano Gatos, c'était un plaisir en fait de participer en fait dans cette interview vraiment enrichissante. Et encore une fois, déjà on te souhaite bon succès. Et puis, merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, de cette possibilité. Nathalie, Nicole. Nathalie, pourquoi je dis Nicole? Voilà, la gaffe à la fin, mais ça va. Merci beaucoup de cette opportunité. D'accord, merci. On aura d'autres occasions. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette entrevue vraiment enrichissante avec M. Stefano Gato, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne pendant son passage au Cap-Haïtien. Mon femme, c'est Natalia. C'était un plaisir de vous présenter cette interview exclusive. À la prochaine.